J'espère sincèrement que tout va bien pour vous et que vous traversez cette période dans les meilleures conditions possibles. Depuis que le conflit déclenché contre l'Iran par les États-Unis et Israël a éclaté, une vague d'inquiétude traverse une partie importante de la population algérienne. Sur les réseaux sociaux, les messages se multiplient à une vitesse folle. Analyses improvisées, rumeurs alarmistes, théories plus ou moins crédibles. Certaines de ces publications prétendent même que l'Algérie pourrait devenir la prochaine cible de Washington et de Tel Aviv dans un vaste projet visant à redessiner profondément l'équilibre géopolitique, aussi bien au niveau régional qu'international. Selon ces discours, toute nation qui refuse de normaliser ses relations, de reconnaître certaines réalités politiques ou de s'aligner sur les intérêts américains et israéliens serait tôt ou tard placée sous pression. Mais le problème est que beaucoup de ces informations relèvent davantage de la manipulation que d'une analyse sérieuse. Exagération grossière, récits déformés, scénarios imaginaires présentés comme des faits. Résultat, une grande confusion s'installe et les citoyens algériens se retrouvent face à un flot d'affirmations contradictoires sans savoir à qui se fier. Leur pays est-il réellement menacé ? Faut-il s'inquiéter sérieusement de la situation ? Ou bien s'agit-il simplement d'une vague de désinformation savamment diffusée ? Au final, une interrogation demeure. Où se trouve la vérité dans tout ce tumulte ? Et combien de ces discours ne sont en réalité que de purs mensonges ? Dans cette nouvelle enquête d'Algérie Part, nous allons prendre un moment pour remettre les choses à leur place, en nous appuyant sur quelque chose de trop souvent négligé aujourd'hui. Un livre. Oui, lire. Cela peut sembler banal, mais c'est pourtant essentiel. Parce que lorsqu'on cesse de lire, on finit par naviguer dans l'ignorance. Et l'ignorance, elle, ouvre la porte à la peur. La peur, ensuite, nourrit la méfiance, et parfois même la haine. Et c'est précisément dans cet état d'esprit que les campagnes de désinformation trouvent un terrain idéal. Un public qui doute, qui s'inquiète et qui devient facilement manipulable. Voilà pourquoi dans cette émission, nous allons nous appuyer sur un ouvrage sérieux, une véritable référence. En examinant l'analyse claire et rigoureuse proposée dans ce travail, vous allez comprendre une chose essentielle. Contrairement à ce que certains racontent, l'Algérie n'a absolument rien à voir avec la situation de l'Iran. L'Occident n'a aucun intérêt à viser ou à déstabiliser l'Algérie. Au contraire, provoquer l'effondrement politique ou sécuritaire d'un pays comme celui-ci irait totalement à l'encontre de ses propres intérêts stratégiques. Car si le régime algérien, ou pire encore, l'État lui-même, venait à se désagréger, les conséquences dépasseraient largement les frontières du pays. Toute la stabilité régionale pourrait se retrouver plongée dans une crise dangereuse, avec des répercussions directes sur la sécurité des nations occidentales elles-mêmes, notamment celles qui sont alliées aux États-Unis et à Israël. L'ouvrage auquel nous allons nous référer aujourd'hui, celui que vous voyez affiché à l'écran, n'est pas un simple livre, mais un atlas stratégique. Il reste malheureusement peu connu du grand public, et c'est bien dommage, car il mérite largement d'être lu. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un travail particulièrement sérieux et crédible. Son titre est clair. Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Et il constitue aujourd'hui l'une des analyses les plus solides pour comprendre les équilibres géopolitiques de cette région. Cette publication remonte à l'année 2022. Si elle mérite d'être prise au sérieux,
Ce n'est pas par hasard. Derrière ces pages se trouve le travail collectif de nombreux analystes et spécialistes consacrés aux réalités de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Ce livre s'est progressivement imposé comme une référence respectée dans le champ des études stratégiques, et ce statut ne doit rien au hasard. Peu d'ouvrages offrent un niveau d'exploration aussi poussé, combinant des analyses détaillées, produites par des chercheurs venus d'horizons variés et appartenant à différentes nationalités. L'approche adoptée repose sur une démarche rigoureuse, structurée selon des méthodes scientifiques, ce qui permet d'éviter les discours approximatifs ou les interprétations idéologiques. Mais ce qui rend également ce travail intéressant, c'est sa volonté de rendre la géopolitique compréhensible pour un public large, en transformant des notions complexes en explications accessibles sans pour autant sacrifier la précision. Derrière cette publication se trouve la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, un centre de réflexion installé à Toulon. L'objectif était clair: créer un outil qui puisse être lu aussi bien par le grand public que par ceux qui travaillent dans les domaines de l'information, de la recherche, de l'économie ou encore de la diplomatie. Journalistes, universitaires, militaires, responsables politiques ou diplomates peuvent tous y trouver un matériau utile. À travers ces différents chapitres, l'ouvrage tente d'aborder les grands enjeux qui façonnent d'aujourd'hui l'espace méditerranéen, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Il propose une lecture synthétique des dynamiques géopolitiques grâce à des cartes détaillées et des représentations visuelles qui permettent de comprendre, par exemple, les routes maritimes mondiales, le rôle stratégique des câbles sous-marins ou encore les rivalités d'influence entre les États-Unis et la Chine dans cette région. Les défis sécuritaires y sont également analysés. Mais l'un des points forts les plus marquants de ce travail réside dans un dispositif particulièrement pédagogique: des fiches dédiées à chaque pays. Dans cet atlas, chaque État de la région bénéficie d'un portrait détaillé. Les auteurs y passent en revue de nombreux éléments: puissance militaire, fragilité interne, potentiel économique, priorité des dirigeants, marge de manœuvre politique, réseau d'alliances ou encore rivalité et tensions avec les voisins. Les orientations stratégiques sont également examinées, tout comme la posture géopolitique adoptée par chaque pays. L'ouvrage propose même une sorte de système d'évaluation illustré par des étoiles permettant d'apprécier les capacités des forces armées et l'équilibre des rapports de puissance dans la région. À cela s'ajoutent des comparaisons visuelles très parlantes, graphiques sur la démographie, les budgets militaires, la croissance économique ou encore les déploiements militaires. Le tout est accompagné de cartes détaillées et d'illustrations originales qui rendent la lecture particulièrement claire. Certaines sections renvoient également à des ressources en anglais pour approfondir l'analyse. Franchement, on est face à un travail majeur, élaboré avec la participation de nombreux spécialistes et connaisseurs du terrain. Je ne peux que vous encourager à vous y plonger. Malheureusement, il est probable que vous ne le trouviez pas facilement dans les librairies en Algérie, pour ne pas dire que ce sera presque mission impossible. Pourtant, aujourd'hui encore, ce livre reste l'un des travaux les plus complets et les plus équilibrés disponibles sur la région. Il est produit par un think tank reconnu, étroitement connecté à plusieurs universités françaises et à différents centres d'analyse influents en France. Pour rappel, l'institution à l'origine de cette publication, la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, collabore avec de nombreux organismes de recherche en France.
Elle entretient notamment des liens avec plusieurs universités comme Toulon, Côte d'Azur, Aix-Marseille ou encore Sciences Po. Ce centre de réflexion travaille également en partenariat avec la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère français des Armées. D'ailleurs, ces analyses apparaissent régulièrement dans des documents officiels, qu'il s'agisse de rapports du Sénat français, d'études produites par les centres stratégiques de la marine ou d'autres institutions publiques. Lorsque l'on se penche sur la partie consacrée à l'Algérie, le contenu devient particulièrement éclairant. Les auteurs ont pris le recul nécessaire pour analyser avec lucidité l'évolution géopolitique du pays et la place qu'il occupe sur la scène internationale. Le chapitre dédié à l'Algérie débute à la page 62. Dès cette section, on découvre un système d'évaluation reposant sur plusieurs critères: la résilience des forces armées algériennes, leur niveau de motivation, leur capacité opérationnelle, la qualité de leur équipement, ainsi que la doctrine militaire qui encadre l'utilisation de ces forces. Ce qui rend cet ouvrage particulièrement intéressant, c'est qu'il évite justement les travers habituels que l'on retrouve dans beaucoup d'analyses sur le monde arabe ou sur le Maghreb. Pas de discours idéologique, pas de rhétorique militante, pas non plus cette tendance fréquente à interpréter la réalité à travers un regard occidental souvent chargé de préjugés historiques. Les auteurs ont choisi une approche beaucoup plus directe, observer les faits et en tirer des conclusions simples. Résultat, ils ont réussi à résumer la logique stratégique des autorités algériennes en quelques axes très clairs. 5 points essentiels, pas plus. Et pour être honnête, en tant qu'Algérien qui suit de près la vie politique du pays et qui connaît assez bien certains cercles du pouvoir, je dois reconnaître que cette synthèse est étonnamment pertinente. En lisant ces 5 priorités, on retrouve presque mot pour mot l'état d'esprit qui anime les dirigeants algériens et la manière dont ils envisagent la conduite du pays. Première priorité, préserver coûte que coûte la souveraineté nationale et l'unité du territoire. Cela passe notamment par le maintien d'une armée fidèle au régime et par la lutte constante contre les groupes djihadistes qui ont profondément marqué le pays durant les décennies 1980 et 1990. Dans cette logique, l'institution militaire joue un rôle central dans la survie du système politique, et les tensions avec certains États, notamment le Maroc, la France ou encore Israël, peuvent parfois être utilisées comme levier politique. Deuxième orientation. Renforcer la cohésion nationale en mobilisant ses rivalités extérieures, ce qui permet de consolider le sentiment d'unité et de protéger l'intégrité territoriale. Troisième ambition, s'affirmer comme la puissance dominante du Maghreb face au Maroc. Cela se traduit par un soutien politique et matériel au Front Polisario afin de maintenir une pression stratégique sur Rabat et, à plus long terme, conserver une ouverture vers l'Atlantique. Quatrième axe, projeter une influence vers la région du Sahel tout en sécurisant les vastes zones désertiques du Sud. L'objectif est d'empêcher que ces territoires deviennent des sanctuaires pour les groupes armés djihadistes ou pour des mouvements séparatistes transfrontaliers, notamment dans des régions comme l'Azawad, au nord du Mali, qui pourraient menacer directement les infrastructures gazières et pétrolières représentant l'immense majorité des revenus en devises du pays. Enfin, cinquième priorité, développer des partenariats énergétiques et militaires avec des puissances comme la Russie ou la Chine, tout en veillant à ne pas tomber dans une dépendance stratégique excessive. Parallèlement,
Alger cherche à préserver des relations solides avec certains voisins et partenaires européens, notamment la Tunisie, ainsi que des pays comme l'Espagne et l'Italie. L'Algérie entretient également des liens solides avec plusieurs partenaires européens majeurs dans le domaine énergétique, notamment l'Espagne et l'Italie, qui figurent parmi les principaux acheteurs de ces hydrocarbures. À cela s'ajoute une relation de plus en plus dense avec l'Allemagne, marquée par des intérêts économiques et militaires qui convergent progressivement. Voilà, en résumé, les grandes lignes de la stratégie poursuivie par les autorités algériennes. Et il faut reconnaître une chose, cette synthèse est remarquablement claire. Pas de jugement moral, pas de polémique inutile, aucune grille idéologique pour déformer la réalité. Les auteurs se contentent d'exposer les faits, rien d'autre que les faits. Et ces faits confirment bien la logique qui guide le pouvoir à Alger. Contrairement à certaines caricatures, le régime algérien ne nourrit pas l'ambition de dominer la région, ni de s'immiscer dans les affaires internes des autres États. Sa priorité reste avant tout la préservation de sa propre stabilité. Il s'agit de protéger l'État, d'assurer sa continuité et d'éviter que ce vaste territoire ne se fragmente sous la pression de mouvements séparatistes ou de tensions internes. Dans le même temps, Alger cherche à affirmer sa position face au Maroc, un voisin perçu comme un rival stratégique et dont l'influence internationale s'est renforcée ces dernières années, notamment depuis le rapprochement avec Israël et le soutien dont Rabat bénéficie de la part de certaines monarchies du Golfe, en particulier les Émirats arabes unis. L'Algérie cherche également à étendre son influence vers le Sahel, une région considérée comme sa profondeur stratégique naturelle. La raison est simple. L'instabilité chronique de cette zone peut facilement déborder vers le territoire algérien et menacer directement les installations énergétiques situées dans l'extrême sud du pays. Les tensions et les conflits qui secouent le Sahel ont donc un impact direct sur la sécurité nationale. Par ailleurs, Alger développe des partenariats avec des puissances comme la Russie ou la Chine, notamment dans les domaines militaires et énergétiques, mais sans accepter de tomber sous leur dépendance. L'objectif reste de préserver une marge d'autonomie stratégique. En d'autres termes, le pouvoir algérien ne cherche pas à se positionner comme un adversaire systématique de l'Occident. Il cherche avant tout à préserver son indépendance et ses intérêts. Si l'on poursuit la lecture, notamment autour de la page 64, l'ouvrage revient sur les priorités diplomatiques d'Alger. Préserver des relations solides avec des partenaires proches comme la Tunisie, tout en maintenant des liens économiques et énergétiques étroits avec plusieurs pays européens, notamment l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. L'analyse est concise, mais très claire. Ensuite, le livre aborde un sujet incontournable lorsqu'on parle de l'Algérie, son armée. Et là-dessus, il n'y a pas vraiment de mystère. Tous ceux qui étudient ce pays, analystes, chercheurs, observateurs, s'accordent à dire que l'institution militaire constitue la véritable colonne vertébrale du système politique. En pratique, elle représente l'un des centres de pouvoir les plus déterminants du pays. Sur le plan des atouts, l'équipement militaire figure parmi les plus importants et les plus performants de la région. Les forces algériennes disposent notamment de capacités de frappe à longue distance grâce à des missiles balistiques et de croisière, d'avions de combat modernes de 4e génération, de drones armés, ainsi que d'unités capables de projeter rapidement des forces sur différents terrains. L'un des éléments essentiels de cette puissance réside également dans la capacité de déni d'accès. Autrement dit, l'armée algérienne possède les moyens techniques
pour empêcher ou compliquer sérieusement toute tentative d'intervention étrangère dans son espace aérien ou sur son territoire. Les systèmes de défense antiaérienne et les dispositifs de riposte permettent théoriquement de résister de manière significative face à une agression militaire extérieure. L'ouvrage souligne également que certaines capacités plus discrètes se développent progressivement. Surveillance, renseignement, opérations spéciales, actions clandestines ou encore protection contre les menaces sous-marines. Mais le tableau n'est pas uniquement composé de points forts. Le rapport met aussi en lumière plusieurs fragilités. La première concerne la motivation d'une partie des effectifs, notamment parmi les conscrits. Contrairement à certaines armées entièrement professionnelles, celle de l'Algérie repose encore largement sur le service militaire. Or, beaucoup de jeunes appelés n'envisagent pas de faire carrière sous l'uniforme et n'ont pas forcément l'envie de consacrer leur vie à l'institution militaire. Une autre limite concerne l'expérience opérationnelle. L'armée algérienne possède une longue expérience dans la lutte contre les insurrections et le terrorisme islamiste, notamment durant la décennie noire des années 1990. En revanche, elle n'a jamais été engagée dans une guerre conventionnelle contre un adversaire extérieur. À cela s'ajoute une contrainte géographique évidente. Le territoire algérien est immense, en grande partie désertique, et donc particulièrement difficile à surveiller dans son intégralité. Sur le plan doctrinal, l'organisation militaire reste en partie influencée par des méthodes héritées de l'époque soviétique, que ce soit dans la formation ou dans la structuration des forces. Enfin, l'étude souligne un décalage générationnel notable entre une hiérarchie supérieure très âgée et des cadres intermédiaires beaucoup plus jeunes, ce qui peut parfois créer des divergences de vision et de fonctionnement. Parmi les difficultés évoquées, l'une des plus visibles concerne le décalage générationnel au sein de la hiérarchie militaire. D'un côté, on trouve des généraux qui dépassent parfois les 75 ans, certains approchant même les 80, et de l'autre, des colonels ou officiers supérieurs qui n'ont souvent pas encore atteint la cinquantaine, parfois même autour de 45 ans. Ce contraste d'âge crée inévitablement des incompréhensions, visions différentes, méthodes opposées, et parfois des valeurs qui ne coïncident plus vraiment. À cela s'ajoute une autre fragilité structurelle, la dépendance envers les fournisseurs étrangers pour l'armement. L'Algérie ne dispose pas d'une industrie militaire suffisamment développée pour produire l'ensemble de ses équipements, ce qui l'oblige à importer une grande partie de son matériel, notamment auprès de la Russie, de la Chine ou encore de certains partenaires européens comme l'Allemagne. L'étude souligne également un autre domaine où les capacités restent limitées, le cyberespace. Selon les auteurs, le pays ne possède pas encore d'avantages décisifs dans les formes modernes de guerre numérique, qu'il s'agisse d'espionnage informatique, de piratage, de cyberdéfense ou d'attaques contre des infrastructures numériques. Pourtant, si l'on observe les moyens plus traditionnels, le tableau est bien différent. Dans le domaine aérien,
les forces algériennes disposent d'une flotte conséquente. Plus d'une centaine d'avions, plusieurs dizaines d'hélicoptères et des drones armés viennent renforcer leurs capacités. Du côté naval, l'arsenal comprend notamment un porte-hélicoptère, plusieurs frégates, ainsi que des bâtiments spécialisés dans la neutralisation des mines marines. La flotte compte également des vedettes rapides équipées de missiles. Sur terre, l'armée aligne plusieurs divisions, blindées, mécanisées ou aéromobiles, accompagnées de brigades autonomes et de milliers de véhicules blindés. Des systèmes portatifs de défense antiaérienne complètent cet ensemble. Tous ces éléments sont détaillés dans le rapport, notamment autour de la page 66. En clair, l'Algérie dispose d'un appareil militaire moderne et particulièrement structuré. L'aviation comprend aussi des avions ravitailleurs, des appareils dédiés à la guerre électronique et différents types de drones armés. Autrement dit, la capacité de nuisance militaire existe bel et bien. Mais lorsque l'on arrive à la synthèse présentée à la page 67, l'analyse nuance ce tableau. Le rapport conclut que l'armée algérienne demeure la force la mieux équipée d'Afrique du Nord. Toutefois, son fonctionnement révèle un paradoxe, une hiérarchie supérieure fortement politisée, tandis que les échelons inférieurs semblent parfois manquer d'enthousiasme. Dans les faits, l'institution militaire apparaît surtout comme la garantie ultime de la stabilité du régime. Même si elle possède des moyens offensifs non négligeables, son organisation reste avant tout pensée pour la défense du territoire, selon une doctrine assez rigide, héritée en grande partie de l'ancien modèle soviétique. Selon l'analyse présentée dans ce rapport, il ne fait guère de doute que l'armée algérienne serait capable de défendre efficacement le territoire national si celui-ci était menacé par une attaque extérieure. Certes, ces opérations actuelles restent principalement orientées vers la lutte contre les groupes armés djihadistes et les mouvements insurrectionnels, mais cela ne signifie pas qu'elle serait incapable de faire face à un adversaire étatique. Les auteurs soulignent clairement qu'en cas d'agression, cette armée pourrait infliger des pertes sérieuses à toute force étrangère qui tenterait de pénétrer sur le territoire algérien. Dans le même temps, le rapport rappelle une réalité politique. Depuis l'indépendance, le pouvoir à Alger a souvent utilisé les tensions avec certains pays, notamment le Maroc, mais aussi la France ou Israël, chacun dans un registre différent, comme instrument de mobilisation politique interne. Dans des périodes marquées par des difficultés économiques ou sociales, ces rivalités extérieures peuvent servir à détourner l'attention ou à justifier des dépenses militaires importantes. L'étude évoque également un autre facteur particulier, l'existence d'une diaspora algérienne très importante en France. Cette présence massive peut, dans certaines circonstances, constituer un levier d'influence non négligeable dans la relation entre les deux pays, d'autant plus que la société française exerce elle-même une forte attraction culturelle et sociale sur une partie de la population algérienne. Mais la partie la plus intéressante du rapport concerne un scénario hypothétique, celui d'un effondrement du régime algérien. Si une telle situation se produisait, plusieurs évolutions seraient possibles. Le premier scénario, considéré comme le plus probable, verrait l'armée nationale populaire reprendre directement le contrôle du pays, comme elle l'avait fait en 1992. Éventuellement, en trouvant un compromis avec certains courants islamistes.
Une deuxième hypothèse évoque la possibilité d'une escalade militaire avec le Maroc, utilisée comme diversion face à une crise interne profonde. En d'autres termes, une confrontation extérieure pourrait être déclenchée pour détourner l'attention des difficultés politiques ou économiques internes. Enfin, un troisième scénario, plus inquiétant encore, envisagerait une fragmentation de l'appareil militaire lui-même. Dans ce cas, certaines unités ou groupes armés autonomes pourraient émerger, s'emparer d'armes sophistiquées et contribuer à déstabiliser non seulement le Maghreb, mais aussi l'ensemble de la Méditerranée occidentale. Un tel scénario aurait des conséquences majeures, non seulement pour le Maghreb, mais aussi pour l'ensemble de la Méditerranée occidentale. Et c'est précisément là que réside le danger principal si le système politique algérien venait à s'écrouler. Les pays voisins seraient les premiers touchés, en particulier ceux situés au sud de l'Union européenne. Il est toutefois essentiel de distinguer deux notions que beaucoup confondent: la chute d'un régime et l'effondrement d'un État. Les deux ne sont pas forcément synonymes. Un régime désigne l'ensemble des cercles de pouvoir, des décideurs, des réseaux d'influence et des groupes restreints qui orientent la conduite politique du pays. L'État, lui, correspond aux institutions administratives, aux structures technocratiques et aux appareils publics qui permettent au pays de fonctionner au quotidien. Il est donc théoriquement possible que le premier disparaisse sans que le second ne s'écroule immédiatement. Cependant, dans un cas comme celui de l'Algérie, la disparition brutale du système dirigeant risquerait fortement de fragiliser l'appareil étatique lui-même. Et si un tel effondrement se produisait dans des conditions violentes, qu'il s'agisse d'une intervention militaire étrangère, d'une révolte populaire incontrôlable ou même d'une guerre civile, les conséquences pourraient être particulièrement graves. Pour les puissances occidentales, un tel chaos représenterait un véritable cauchemar stratégique. Le scénario redouté serait celui d'un pays où l'autorité centrale disparaît, laissant place à des groupes armés autonomes ou à des unités militaires échappant à tout contrôle, capables d'utiliser un arsenal sophistiqué accumulé au fil des années. Une telle situation pourrait déstabiliser non seulement le Maghreb, mais aussi toute la façade occidentale de la Méditerranée, c'est-à-dire des pays comme l'Espagne, la France ou l'Italie. C'est pourquoi l'idée selon laquelle les États-Unis ou Israël chercheraient à provoquer la destruction de l'Algérie relève d'une incompréhension totale des réalités géopolitiques. Pour l'Occident, la désintégration de ce pays serait tout sauf une victoire. Ce serait au contraire une catastrophe stratégique. Contrairement à l'Iran, situé au cœur de l'Asie et entouré de dynamiques régionales différentes, l'Algérie se trouve en Afrique du Nord, à une proximité immédiate de l'Europe. En avion, il suffit d'environ une demi-heure pour atteindre les côtes espagnoles. Et même par la mer, certaines îles, comme les Baléares, ne sont qu'à quelques heures de navigation. Cette proximité géographique change radicalement la nature du risque. Pour comprendre l'enjeu, il suffit de regarder la carte. En partant des côtes algériennes, il ne faut parfois qu'une dizaine d'heures à peine pour atteindre l'Europe avec une simple embarcation. Cette proximité géographique change complètement la donne. La relation entre l'Algérie et le continent européen n'a absolument rien de comparable avec la position de l'Iran dans son environnement régional. L'Iran est entouré par des pays comme l'Afghanistan, l'Irak ou les monarchies du Golfe.
Et malgré son influence dans cette zone, il reste relativement éloigné du cœur du monde occidental. Bien sûr, une chute du pouvoir à Téhéran aurait des répercussions importantes dans sa région. Les monarchies du Golfe seraient directement concernées et, compte tenu de leur rôle central dans la production mondiale d'hydrocarbures, l'économie internationale pourrait en ressentir les secousses. Mais lorsqu'on parle de la sécurité directe des pays occidentaux eux-mêmes, la disparition du régime iranien ne représenterait pas nécessairement une menace immédiate. La situation est totalement différente si l'on imagine un effondrement brutal du pouvoir à Alger. Et il faut bien comprendre de quoi il est question ici. Non pas une transition politique ordonnée ou un changement de gouvernement obtenu par des moyens démocratiques, mais un basculement violent provoqué par des émeutes massives, une intervention extérieure, des ingérences étrangères ou une explosion incontrôlée de violences internes. Dans un tel cas, les conséquences pourraient être dramatiques pour l'Europe et pour l'Occident en général. Comme le souligne ce rapport, un tel scénario aurait pour effet de déstabiliser toute la Méditerranée occidentale. Et il faut ajouter un autre élément fondamental. Contrairement à l'Iran, le régime algérien n'est pas perçu comme une puissance expansionniste par les puissances occidentales. Le projet politique iranien, lui, vise explicitement à étendre son influence idéologique et religieuse au-delà de ses frontières. L'objectif est de soutenir ou d'installer dans plusieurs pays voisins, que ce soit en Irak, au Yémen, à Bahreïn ou ailleurs dans la région du Golfe, des forces politiques proches de Téhéran, souvent liées à la même vision religieuse chiite. On retrouve cette logique, par exemple, au Liban avec le Hezbollah, organisation étroitement alignée sur l'idéologie du pouvoir iranien. Rien de comparable dans le cas de l'Algérie. La priorité du régime algérien n'est pas de projeter une idéologie ou de remodeler l'ordre régional, mais plutôt de préserver son autonomie, son indépendance et l'intégrité de son territoire. Sa principale préoccupation reste la rivalité avec le Maroc, qu'il cherche à contenir et à empêcher de s'imposer comme puissance dominante dans le Maghreb. C'est dans cette logique qu'il s'appuie sur la question du Sahara occidental. Non pas forcément pour créer un nouvel État dans cette région, mais surtout pour limiter l'influence marocaine. Dans la vision stratégique d'Alger, l'objectif est clair: empêcher que Rabat ne s'impose comme la puissance dominante du Maghreb. Pour les dirigeants algériens, un Maroc trop influent dans la région pourrait tôt ou tard nourrir des ambitions sur l'immensité du territoire algérien. La priorité d'Alger reste donc simple et constante: protéger sa sécurité nationale, préserver l'intégrité de ses frontières et maintenir l'unité du pays, tout en entretenant des relations solides avec les États qui constituent ses partenaires économiques ou ses fournisseurs d'équipements militaires. Cette logique n'a absolument rien de comparable avec celle de l'Iran. Là, l'Algérie, de son côté, ne cherche ni à supplanter Israël, ni à l'affronter militairement, ni même à imposer sa domination sur d'autres États. Ce que le pouvoir algérien tente avant tout d'éviter, ce sont les alliances régionales qui pourraient menacer ses propres intérêts ou fragiliser la cohésion interne du pays. Autrement dit, nous sommes face à deux logiques géopolitiques radicalement différentes,
ce qui rend toute comparaison simpliste entre l'Algérie et l'Iran totalement inappropriée. L'Algérie se comporte essentiellement comme une puissance de défense, disposant de moyens importants pour empêcher toute intrusion étrangère sur son territoire. Sa stratégie ne repose pas sur une dynamique offensive. La seule posture plus agressive concerne la rivalité historique avec le Maroc, que certains responsables algériens perçoivent comme porteur d'un projet expansionniste susceptible, selon eux, de viser certaines zones du territoire algérien. Cette perception s'enracine dans une mémoire historique qui remonte notamment à la guerre des Sables de 1963. Dans cette lecture stratégique, Rabat est également soupçonné de renforcer ses alliances avec Israël et avec d'autres acteurs internationaux afin de réduire l'influence d'Alger et de fragiliser sa position régionale. En dehors de cette rivalité spécifique, l'Algérie ne développe pas de doctrine géopolitique tournée vers la conquête ou l'expansion. C'est précisément pour cette raison qu'elle n'est pas perçue comme une menace directe, ni pour les pays occidentaux, ni pour les États-Unis, ni pour Israël. Affirmer que l'Algérie pourrait connaître le même destin que l'Iran relève donc non seulement d'une erreur d'analyse, mais aussi d'un discours dangereux que les puissances occidentales elles-mêmes ont tout intérêt à éviter, car la stabilité de l'Algérie constitue en réalité un élément important de leur propre sécurité.